vraies voix Sud Radio. Félix, les différents partis politiques cherchent la réaction adéquate face au succès surprise de la pétition contre la loi Duplon. Le texte approche les 1 700 000 signatures ce soir sur le site de l'Assemblée nationale. Des signatures contre cette loi agricole récemment adoptée et qui notamment réintroduit en France un pesticide néonicotinoïde, l'acétamipride. Face à cette mobilisation massive, une partie de la gauche demande à Emmanuel Macron de ne pas promulguer la loi en attendant un éventuel nouveau vote. Le président des députés EPR, Gabriel Attal, renvoie un nouvel avis de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, ce qui ferait gagner quelques mois. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, souhaite, elle, plutôt organiser un débat sans vote à la rentrée. Et puis d'autres imaginent déjà, par exemple, un référendum. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Benjamin Morel, constitutionnaliste et maître de conférence à Panthéon-Assas. Dans le domaine. Oui, docteur en sciences politiques aussi. Il a récemment publié Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme aux éditions Passé Composé. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir, sage Benjamin Morel. Eh oui, merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Peut-être qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, Benjamin Morel, cette idée de demander à Emmanuel Macron de ne pas promulguer cette loi qui a été votée par le Parlement. C'est ce qu'avait fait, je crois me souvenir, Jacques Chirac au moment du contrat première embauche. Alors non, Jacques Chirac promulgue la loi. Il promulgue la loi, en revanche, il demande au gouvernement de ne pas prendre tout de suite les décrets d'application pour qu'elle soit pas directement applicable, pour qu'ensuite, il y ait un nouveau projet de loi déposé par le gouvernement qui abroge le CPE. Il faut bien voir que ne pas abroger une loi, c'est que ne pas promulguer une loi, ce serait très grave. Ce serait donner au président de la République une forme de veto absolu sur les lois. Or, toute notre culture républicaine s'est construite contre l'idée qu'il puisse y avoir un chef de l'État qui mette son veto sur une loi. Même François Mitterrand, en 86, il refuse de promulguer les ordonnances, mais il dit à Jacques Chirac, faites passer ça par une loi, parce qu'une loi, je ne pourrais pas ne pas me la promulguer. En revanche, il y a d'autres voies. Et ce qui est évoqué notamment à l'alinéa 2 de l'article 10 de la Constitution, c'est que dès lors que le texte n'est pas encore promulgué, le président peut le renvoyer au Parlement en disant, écoutez, voilà, vous êtes prononcé sur ce texte, mais objectivement ce texte, il y a un doute. Donc voulez-vous bien, mesdames, messieurs les parlementaires, procéder à ce qu'on appelle une nouvelle délibération. Et dans ce cadre-là, Emmanuel Macron, à la sortie du texte du Conseil constitutionnel, pourrait dire aux parlementaires, très bien, pourquoi pas, moi je ne vais pas m'empêcher, je ne vais pas m'opposer, je ne vais pas ne pas promulguer, mais je vous demande, avant que je promulgue, de revoter. Parce qu'une pétition sur le site officiel de l'Assemblée nationale comme ça, avec un tel nombre de signatures, c'est inédit, c'est 3 fois plus que le seuil symbolique de 500 000 dont on parlait. Est-ce qu'on peut imaginer que ça crée, si ce n'est des obligations institutionnelles, au moins des obligations politiques pour le législateur? Est-ce que même on peut imaginer un référendum sur ce sujet ? Alors juridiquement, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a absolument aucune obligation institutionnelle. Le droit de pétition, tel qu'il a été réformé en 2019, il relève un petit peu de la blagounette, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au bout de 500 000 signatures, vous avez le droit, si la conférence des présidents le veut bien, à un débat en hémicycle qui va durer 2 heures, et ensuite tout le monde rentre sans même aller voter. En Italie, 500 000 signatures, ça déclenche automatiquement un référendum d'initiative citoyenne. Si vous aviez eu 500 000 signatures en Italie, je ne parle même pas d'1 500 000, il y aurait eu un RIC contre la loi. Donc là, évidemment, on est un peu dans 2 mondes. Politiquement, pour répondre à votre question, tout dépend. C'est-à-dire que si la pression politique est relativement faible dans quelques semaines, dans quelques mois, Emmanuel Macron pourra avoir intérêt à enterrer l'affaire. Il essaie déjà de le faire en disant « je ne répondrai à tout ça qu'après la décision du Conseil constitutionnel qui arrivera a priori avant le 10 août », et ça laisse un peu le temps à l'été de se dérouler. Et si en revanche, il y a une pression politique encore importante, à ce moment-là, c'est possible. Il y a peut-être un doute sur le champ du référendum. A priori, on peut penser que c'est un texte qui pourrait être soumis à un référendum, mais ce ne serait pas ce texte-là. La loi Duplon, il la promulguerait, mais il proposerait un nouveau texte à référendum, l'abrogeant. Ce serait étrange d'un point de vue institutionnel, mais politiquement très cohérent. Pierre-Yves Martin, parlons bien. Cette loi Duplon qui réintroduit les pesticides pour être au niveau des autres pays européens, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous êtes pour, contre ? Qu'est-ce que vous pensez de cette pétition ? Je pense qu'aujourd'hui, la loi Duplon permet de renforcer la compétitivité des agriculteurs. Et je pense que face aux autres pays européens qui utilisent déjà ce pesticide, il faut y aller. Surtout qu'elle est minorée par rapport à son utilisation, notamment. Après, je pense qu'il aurait fallu peut-être, dans cette loi, donner un calendrier en disant que, d'une part, on peut utiliser ce pesticide pendant une certaine durée, et en même temps de rechercher d'autres moyens pour renforcer la compétitivité, notamment avec la recherche, et comment on peut être encore plus
rechercher des méthodes qui permettent de remplir. On va vous rétorquer qu'il y a urgence sanitaire et que ces pesticides sont dangereux, donc c'est une décision à prendre immédiatement. C'est un peu ça le point de vue opposé. Oui, mais je pense que derrière, les risques sont quand même, à travers des études, quand même, à au moins 30% sur ce pesticide. Et je pense que c'est énorme, 30%. C'est quand même important, mais aujourd'hui, c'est à peser. Et c'est vrai que peut-être les études de l'ANSES pour pouvoir essayer de regarder les vrais risques, notamment sur la santé, sont regardés. Mais il faut regarder aussi la compétitivité de nos agriculteurs. Si on ne produit pas aujourd'hui nous-mêmes, on va aller... on va continuer à exporter comme on le fait déjà d'ailleurs. Exactement. Et donc on va subir peut-être des méthodes déjà des pays voisins. Rosie Bordet, concurrence déloyale. Non, c'est une aberration. D'abord, ça fait 33 ans qu'on utilise ce produit et donc on empêche à nos agriculteurs de l'utiliser. Moi, je suis pour la santé, j'ai des enfants, etc. Donc on est d'accord. Mais là, on va arrêter, donc ce qui va baisser la production en France et qu'on va exporter. C'est ça. Donc on va faire entrer, malgré nous, ou en toute conscience, ces produits qui vont arriver justement de l'Union européenne. Donc, et sur la santé, ça va avoir quoi comme conséquences? Les mêmes conséquences. Donc, on est en train de plomber nos agriculteurs et tout ça pour aller chercher des produits qu'on va aller prendre dans d'autres pays. Moi, je ne sais pas la cohérence, je ne suis pas une spécialiste de tout cela, mais juste en tant que citoyenne, je me pose la question. Bien sûr, il y a danger éventuellement sur la santé publique. On est tous concernés, nous avons tous des enfants, nous avons tous une famille. Bien sûr que c'est important. Mais là, on est en train de tuer une filière, au fait. Parce qu'on va manger des tomates espagnoles. Parce qu'on va manger, on va importer, et sur l'écologie, le transport, etc. Et là, justement, ça donne quoi sur l'environnement? Je pose juste la question. Donc je pense que ça mérite un débat, bien sûr. Benjamin Morel, on se souvient des tracteurs devant l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, justement pour inciter les députés à adopter cette loi du plomb. Finalement, dans ce dossier, on a un peu deux camps qui revendiquent tous les deux une sorte de légitimité populaire, un peu politiquement. Oui, il y a en effet de la part des deux camps à la fois une légitimité qui est une légitimité populaire et puis vous avez des réseaux de mobilisation très importants. C'est-à-dire que d'un côté vous avez des réseaux de mobilisation agricole qui ont clairement fait pression pour que cette loi existe, à tort ou à raison, et de l'autre côté vous avez des groupes de mobilisation parce que les pétitions, si vous voulez, c'est jamais que la possibilité de mobilisation de certains réseaux qui à un moment vont être en capacité d'aller chercher des signataires, de leur dire il faut aller signer, où est-ce que vous allez aller signer. Si jamais vous n'avez pas déjà une organisation préalable, votre pétition est en règle générale condamnée d'avance. Donc là, les organisations de gauche, les organisations écologistes ont bien fait un travail de mobilisation, mais il faut bien comprendre que ni la mobilisation agricole il y a quelque temps, ni la mobilisation aujourd'hui en faveur de la pétition ne sont forcément représentatives de l'ensemble de l'opinion. C'est pas parce que vous avez 1 million de signatures, 1,6 million signatures d'un côté que c'est un sondage d'opinion. C'est évidemment un échantillon très très mobilisé. Et donc là, on a un conflit de légitimité entre deux parties de la société civile dite organisée, avec des vraies capacités de mobilisation, des vraies capacités de pression qui se battent autour de cette loi, et un gouvernement qui prie entre les deux, eh bien essaye de jouer, à défaut de pouvoir jouer l'opinion publique, essaye de jouer pour l'instant la montre pour éviter d'avoir à trancher trop nettement entre les deux. Merci Benjamin Morel. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence à Panthéon-Assas, docteur en sciences politiques et auteur du livre Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme aux éditions Passé Composé. Merci d'être venu intervenir aujourd'hui.